La plupart des gens aiment le chocolat. La moitié du cacao produit dans le monde est consommé par les Européens, soit 1 500 000 tonnes par an, ce qui représente 15 milliards de tablettes de chocolat. Un Allemand mange en moyenne 11 kilos de chocolat par an, un Français près de 7 kilos. Et pourtant, manger du chocolat n'est pas un plaisir aussi innocent qu'on pourrait le croire, surtout pour les enfants en Afrique. Des organisations humanitaires soupçonnent l'industrie du chocolat de tirer profit du trafic et du travail des enfants. Je veux savoir si ces soupçons sont fondés. Je m'appelle Miki Mistrati. Je vais effectuer une enquête dangereuse pour voir de mes propres yeux si ces crimes sont réels. Existe-t-il des enfants esclaves dans les plantations de cacao? Mon enquête commence à Cologne, au Salon international de la confiserie, le plus grand du genre. Chaque année, les fabricants de chocolat s'y réunissent pour promouvoir leurs produits. Le chocolat est en grande partie composé de cacao, lui-même extrait des fèves de cacao. Je veux connaître l'origine des fèves de cacao achetées par les entreprises. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Okay. Elfenbeinküste. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Située dans l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de fèves de cacao. Pour que nos enfants puissent manger du chocolat, d'autres enfants doivent travailler comme esclaves dans les plantations. C'est ce que l'on entend dire sans cesse. Où achetez-vous vos fèves de cacao? Les fèves de cacao proviennent de différentes régions du monde, mais essentiellement d'Afrique, de Côte d'Ivoire et du Ghana. Okay. Savez-vous d'où elles viennent exactement en Côte d'Ivoire? Oui, notre système de traçabilité nous permet de remonter jusqu'aux fabricants de chocolat en Belgique, Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. J'ai entendu parler de trafic d'enfants, de travail de mineurs. Vous êtes au courant? Je crois que vous devriez poser ces questions aux gens de Barry Callebaut. Ils ont mis en place des procédures précises et ils travaillent avec les coopératives de ces régions où les producteurs de fèves de cacao sont payés convenablement. Très bien. L'entreprise suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de cacao de l'industrie chocolatière. La plupart des fèves proviennent de Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne sais pas exactement. Nous avons 1 millier d'employés qui travaillent dans les pays producteurs, sur 7500 collaborateurs. Que pensez-vous des rumeurs concernant le trafic et le travail d'enfants? Est-ce que le trafic d'enfants existe en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce trafic existe. Si c'est le cas, c'est un phénomène marginal. Je me suis rendu dans ces pays à plusieurs occasions. Mais si ce phénomène existe, il doit être fermement condamné. C'est totalement inacceptable. Ici, personne ne semble donner crédit à ces rumeurs. Je décide donc de me rendre dans le pays où ces crimes seraient pratiqués. Selon l'UNICEF, plus de 200 000 enfants travaillent dans les plantations de cacao en Afrique. Accompagné de mon équipe de tournage, je pars pour l'Afrique de l'Ouest. Première destination, le Mali. Il existerait un trafic d'enfants qui sont enlevés au Mali et revendus aux exploitants de plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Je serais heureux de découvrir que cela est faux. Car ces crimes ne devraient plus exister. En 2001, les grands noms de l'industrie du chocolat ont signé un accord,
le protocole Arkin-Engel. Cet accord a été entériné par toutes les entreprises du secteur. Il prévoit l'interdiction, à compter de 2008, du trafic et du travail des enfants. L'industrie s'est donné 7 ans pour mettre en œuvre cet accord. Me voilà au Mali. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont la population est très jeune. Sur les 13 millions d'habitants, plus de la moitié a moins de 15 ans. Selon les autorités maliennes, il n'existe pas de trafic d'enfants dans le pays. Peu de gens acceptent de parler ouvertement, je vais donc filmer en caméra cachée. Il est dangereux d'enquêter sur le trafic d'enfants. Au Mali, je dispose d'un informateur précieux, Youchao Traoré. Il dirige un petit hôpital et une école pour les plus démunis. Le sort des enfants lui tient très à cœur. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Youchao Traoré m'emmène à l'endroit où va débuter mon enquête. Cette gare routière serait le point de départ du trafic d'enfants en Côte d'Ivoire. Une plaque tournante du trafic entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous tournons en caméra cachée, faute d'avoir obtenu l'autorisation de filmer. On nous a certifié qu'il n'y avait pas de trafic d'enfants ici. De cet endroit, les enfants seraient emmenés jusqu'à la petite ville frontalière de Zégoua, où on leur ferait passer clandestinement la frontière. Nous voulons en savoir davantage et rencontrons un homme dans les locaux du syndicat des chauffeurs de bus. Il veut nous parler. Que savez-vous du trafic d'enfants ? Le trafic d'enfants a toujours existé. Je vois tous les jours des enfants partir de la gare routière. Les garçons ont entre 12 et 14 ans, les filles 11 ou 12 ans. Tous vont en Côte d'Ivoire. Depuis des années, Idrissa Kanté essaye de mettre un terme au trafic d'enfants. Il a dressé une longue liste des enfants qu'il a réussi à sauver. En 2006, j'ai recensé 132 enfants victimes du trafic. 97 garçons et 35 filles. En 2007, j'en ai compté 140. 99 garçons et 41 filles. En 2008 et 2009, il a sauvé 150 enfants. Certains avaient à peine 7 ans. Tous étaient originaires du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Le chauffeur nous indique où trouver les transporteurs qui vendent les billets de bus aux trafiquants d'enfants. Nous tentons d'interroger l'un de ces transporteurs. Il sait comment fonctionne le trafic d'enfants, mais refuse de parler ouvertement devant une caméra. Nous le filmons donc en caméra cachée. Les trafiquants transportent entre 2 et 15 enfants par voyage. Ils vont en autocar jusqu'à Korogo, en Côte d'Ivoire, où ils disposent d'un lieu où les enfants sont retenus avant d'être vendus aux fermiers. Les enfants viennent généralement des régions environnantes. Les trafiquants les emmènent à la frontière en autocar et leur font ensuite traverser la frontière, en moto ou en taxi par des petites routes. Soudain, un homme interrompt la conversation. L'homme a vu une trafiquante mettre une jeune fille dans un bus. Lorsque nous nous approchons, la femme a disparu.
This is the girl, you know, that was they took out of the bus now. Yeah. What's your name? Ebomi. I come from Ségou. That's about Ségou est à 500 km d'ici. from here. But why is she here? Musoi, aye mufe kibita musoro Côte d'Ivoire. Akwani ngoko beta wasrai. Etu agla kibita warsoro. La jeune fille a 12 ans. Elle aurait dû travailler à Bouaké, dans une région qui compte de nombreuses plantations de cacao. Isomo nyana fimbila wa. Mene sera kata sa warti bolo ube mufo. Oben korofo. Ni sera kata so sisa no warti bolo ube mufo. Wa fokone matawa nyinna. Ni tara yema. Bebe mugoka ki neni ki bugo. Dogu kuntige. Ode beno. Ubone ka kubita wado. To wada mare. Ubita be san chama ke baraka fuso. La jeune fille est confiée à des travailleurs sociaux qui la ramèneront chez elle. Yu Chao est effondré. Notre enquête vient à peine de commencer et déjà, nous rencontrons une enfant destinée à être vendue. Ce genre de situation me rend très triste. Ça me brise le cœur. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vécu ça très souvent. Ça me rend malade et j'en pleure. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Je poursuis ma route, direction Zégua, une petite ville frontalière. En chemin, je m'arrête dans un village de 500 âmes. Des enfants auraient été enlevés ici par des trafiquants. Combien d'enfants ont quitté le village pour aller en Côte d'Ivoire? À ce jour, 130. Quel âge ont les enfants quand ils partent? 12, 13, 14 ans. Il rencontre un type en voiture sur la route. S'il peut les prendre, il le fera. Les planteurs viennent souvent dans le village et enlèvent les enfants à l'insu des parents. Je poursuis ma route vers la frontière, accompagné de Yu Chao Traoré. Nous nous faisons passer pour des membres d'une organisation humanitaire, car les journalistes ne sont pas bien vus. À Zégua, nous rencontrons le propriétaire d'un restaurant qui a été témoin du trafic d'enfants. Est-ce que ce genre de trafic a lieu tous les jours à partir d'ici? Il y a des jours pires que les autres. Mais ils enlèvent des enfants tous les jours. Quand les autocars arrivent à la gare routière, les enfants descendent rapidement et continuent en mototaxi. Ça se passe très vite, parce qu'ils ont peur de la police. Moussa Koulibaly a contacté pour nous un trafiquant d'enfants. Il arrive 1 heure plus tard et accepte de se laisser filmer à condition de garder l'anonymat. Le trafic d'enfants à la frontière n'est pas le fait d'un seul homme. Un type les amène à la frontière, un second les fait passer et un troisième les réceptionne. Tout le monde est dans le coup. Si les gens vous disent qu'ils ne font pas de trafic d'enfants, ils mentent. Les planteurs nous payent pour faire passer des enfants. J'en ai fait passer plusieurs.
Il nous explique que les enfants sont emmenés depuis la gare routière de l'autre côté de la frontière. Les trafiquants empruntent cette route secondaire pour aller à Pogo, une petite ville en Côte d'Ivoire. Nous retournons à Zégoua pour attendre le prochain bus. Quelques heures plus tard, le bus de Sikasso arrive. Les enfants profitent de l'agitation autour du bus pour s'enfuir. Mais les trafiquants les poursuivent sur leur vélomoteur. Ils les rattrapent et les conduisent de l'autre côté de la frontière. Nous décidons de les suivre. Okay, you take a motorbike right now. Okay. You need money here? Oui, trouvez-moi une moto. Chose. Nous suivons les trafiquants sur une route secondaire. Après avoir franchi la frontière, nous arrivons dans la petite ville de Pogo. Nous partons à la recherche des trafiquants et des enfants. Nous rencontrons un garçon à qui l'on vient de faire passer la frontière. Hey, Eddie, pourquoi tu pleures? Hein? Pourquoi tu pleures? Hein? Hein? Ali et Johnny. Hein? Ah. Ah. Ode? Ika mundelo. Amara. Eh bien, Malia. Amara. Le garçon sera bientôt emmené dans le sud pour travailler dans une plantation. Nous voulons quitter rapidement Pogo et le nord de la Côte d'Ivoire. La région est dangereuse car elle est sous le contrôle de milices armées qui opèrent avec les trafiquants d'enfants. Le soir, nous retournons une dernière fois à la gare routière de Pogo. Let's go. Les gens commencent à se méfier de nous. Il est vraiment dangereux d'enquêter sur l'industrie du cacao. En avril 2004, le journaliste canadien Guy-André Kiefer a été enlevé en Côte d'Ivoire. Il préparait un reportage sur la corruption et le blanchiment d'argent par le gouvernement dans le cadre du commerce de cacao. Il n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à ce jour, cette affaire n'a pas été résolue. À l'hôtel, avec l'aide de mes deux nouveaux assistants, je m'entraîne à utiliser une caméra cachée. Youchao Traoré ne peut pas m'accompagner et doit rentrer chez lui. Nous nous répartissons les tâches. Mes camarades vont aller vers les plantations par la route. Quant à moi, je prends l'avion direction Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Abidjan est une ville de plusieurs millions d'habitants, dotée d'un grand port. C'est de là que part le cacao. Toutes les grandes firmes du chocolat comme Nestlé, Cargill, ADM
et Barry Callebaut sont implantés ici. Elles ont pignon sur rue et achètent la quasi-totalité du cacao produit en Côte d'Ivoire. 42% de la production mondiale de cacao transite par ici. Point de départ de la route du cacao, la plantation. Après avoir été récoltées, les fèves sont mises à fermenter et à sécher au soleil. Elles sont ensuite achetées par des intermédiaires à 1 € le kilo qui les revendent à des exportateurs. Une fois lavées et emballées, les fèves sont vendues et chargées sur des navires. Elles coûtent désormais 2,50 € le kilo. Les grandes firmes du chocolat achètent ensuite les fèves à la bourse au cacao. Elles transforment les fèves en poudre et beurre de cacao, un produit intermédiaire à partir duquel les marques de chocolat fabriquent les produits finis. Avec 1 kilo de cacao acheté 1 € au producteur, on peut faire 40 tablettes de chocolat. J'ai rendez-vous à Abidjan, à SAF Cacao, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de cacao. L'entreprise exporte vers les États-Unis et l'Europe et réalise un bénéfice de 135 millions d'euros par an. Ces sacs de cacao sont destinés à Nestlé ou à d'autres marques de chocolat. C'est une matière première indispensable pour produire les 3 milliards de kilos de chocolat consommés chaque année dans le monde. Le chocolat constitue un gigantesque business. Ali Lakis, directeur général et propriétaire de SAF Cacao, a accepté de nous accorder une interview. Tout d'abord, il faut que vous sachiez une chose. Moi, personnellement, je suis né dans le cacao. Et j'ai jamais trouvé un enfant de 10 ans ou de 15 ans ou de 16 ans ou bien de 13 ans travailler dans une plantation. Il n'y a pas d'enfants dans les plantations. Un mensonge pur et simple. Entre-temps, mes assistants sont arrivés dans une plantation de cacao dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils découvrent des enfants au travail. Ce sont de jeunes garçons. Certains sont munis de machettes pour détacher les cabosses des arbres. Je peux rassurer le monde entier. Le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Amérique ou l'Europe. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les plantations. On a vérifié, on a mis des comités en place pour suivre et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un seul rapport qui nous dit qu'il y a des enfants esclaves. Et même dans les frontières. Vous ne croyez pas que des enfants du Mali et du Burkina Faso sont emmenés en Côte d'Ivoire pour travailler dans les plantations? Non, 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 non. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao et si on n'achète plus le cacao, vous savez un peu c'est quel désastre ça va créer au monde. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Je pense qu'on a les preuves, ils peuvent venir voir. Il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Ali Lakis nous a menti, par peur de perdre une affaire juteuse de plusieurs millions. Il aurait été naïf de penser qu'il nous dirait la vérité, alors qu'il profite lui-même du travail des enfants. Mais il serait tout aussi naïf de croire qu'il est facile de dissimuler la vérité. Je retourne dans le centre d'Abidjan. Mon enquête a éveillé l'intérêt en plus haut lieu. Je suis invité à rencontrer le responsable de la lutte contre le trafic d'enfants. Il est secrétaire d'État au ministère du Travail et c'est un proche du président. Son nom, Toé Adam Malik. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Enchanté.
Très heureux. Quel est le but de votre visite? Nous faisons un reportage sur les problèmes du secteur du cacao. Quel problème? Enfin, quel problème en particulier? Quel problème? Les enfants. Le travail des enfants. Oui. Que savez-vous de ce problème? C'est un problème qui n'existe plus. Nous savons ce qui se passait, nous avons pris des mesures. Ce n'est plus un problème. Passons dans mon bureau. Monsieur. On est mieux assis. Je me suis rendu dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de Zégoua. Là-bas, les trafiquants font passer des enfants. Ils leur font passer la frontière en empruntant les petites routes. Honnêtement, entre vous et moi, la récolte du cacao commence en octobre et finit en mars. Si vous voyez des gens arriver en Côte d'Ivoire en juillet, en septembre ou en octobre, ce n'est pas pour le cacao. Il n'y a pas de travail dans les plantations. À cette période, les gens viennent en Côte d'Ivoire pour passer des vacances. C'est comme des colonies de vacances. Pour les gens qui viennent de ces pays, la Côte d'Ivoire est une destination de vacances. Nous allons passer nos vacances en France ou aux États-Unis. Eux, ils viennent passer leurs vacances en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un autobus avec 20 enfants, vous imaginez qu'ils vont travailler sur une plantation. Mais de juillet à septembre, il n'y a pas de travail. Et en avril? En avril, c'est autre chose. Mais c'est en avril que je les ai vus. Oui, en avril, nous essayons de les arrêter. Les gens essaient de passer. Ils tentent de venir travailler ici. Mais il faut que vous sachiez que c'est contraire à nos lois. Le trafic et le travail d'enfants sont contraires aux lois de Côte d'Ivoire. C'est interdit. Très bien. Je vous remercie de m'avoir reçu. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire figure parmi les signataires du protocole Arkin-Engel, dont l'objectif est de mettre un terme au travail des enfants. C'est la saison des récoltes. Je veux me rendre dans une plantation pour voir de mes yeux ce qui s'y passe. Je choisis une plantation au hasard. Elle est située dans une région qui fournit des fèves à SAF Cacao. Après plusieurs heures de route sur des chemins poussiéreux, nous atteignons la plantation et continuons à pied. Nous ignorons ce qui nous attend. Nous tombons sur une cabane. Autour d'elle, plusieurs hommes et 4 jeunes garçons munis de machettes. Ils sont originaires du Burkina Faso et n'ont pas l'air d'être en vacances. Les enfants ont entre 10 et 12 ans. Aucun d'eux ne va à l'école et ne parle la langue du pays. Il est évident qu'ils travaillent ici. Conformément au droit international, le travail des enfants est illégal. Les grandes firmes du chocolat avaient promis à leurs consommateurs de supprimer, au plus tard en 2008, le travail des enfants. Ont-elles failli à leur promesse? À moins qu'elles n'aient jamais eu l'intention de la tenir. Nous poursuivons nos recherches dans d'autres plantations des environs. Nous y découvrons encore plus d'enfants. Ils sont de plus en plus nombreux. Et tous travaillent. Les belles paroles du patron de SAF Cacao et du haut fonctionnaire n'étaient que mensonges. Oui, tout pays, il a destiné? Ouais. Ah, ok. Donc, vous allez le boiter maintenant?
Ah, vous reprenez le travail à quelle heure? Le travail, ça va recommencer à quelle heure? À 3 heures. Okay. C'est les enfants de qui? Il a voyagé. Ah, ok. Ça va? Ça va. Donc, vous tous travaillez dans le cacao là, mais actuellement c'est le repos, c'est ça? Vous avez fini de récolter? Okay. Les deux adultes semblent se méfier de nous. Merci, hein. Il est difficile de savoir s'ils disent la vérité. Certains d'entre eux semblent être informés du problème du travail des enfants. On peut parler de ce sujet, mais quand ils voient un blanc poser des questions, ils se méfient. Je peux utiliser la petite caméra? Oui. Je décide de tourner en caméra cachée pour en apprendre davantage. Il nous faut des preuves. Comment fonctionne le système? Comment les propriétaires des plantations se procurent-ils des enfants? Nous rencontrons un homme dont nous apprendrons par la suite qu'il est le propriétaire de la plantation. Demande si on veut avoir des enfants pour venir travailler dans notre plantation ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, il faut que je me fasse connaître. Même quand je suis quand je me fais c'est combien? Si on doit faire venir quelqu'un là, au Burkina venir travailler, combien? Un enfant coûte 230 €, un prix sans doute négociable. Cette somme sert à financer le voyage de l'enfant jusqu'à la plantation. En contrepartie, on peut l'exploiter à volonté. Il suffit d'acheter un enfant qui ne sera pas rémunéré pour son travail. Devant nous, des enfants esclaves récoltent des fèves de cacao. Il arrive que des enfants parviennent à s'enfuir des plantations. Nous rencontrons deux garçons maliens. Ils ont travaillé comme esclaves dans une plantation en Côte d'Ivoire. Tu voulais aller travailler sur une plantation de cacao? Non, le trafiquant m'a menti pour que je le suive. Si on est trop lent, si on refuse de travailler, on est battu. Il y avait beaucoup d'enfants. Nous avons tous essayé de nous échapper. Les planteurs nous ont pris en chasse. Nous nous sommes cachés toute la nuit. Le lendemain, un homme nous a découverts et nous a aidés à rentrer chez nous. Il n'y a pas de doute, le trafic et le travail des enfants continuent à être monnaie courante en Côte d'Ivoire, dans les plantations de cacao. Et cela, malgré l'accord signé en 2001 par les magnats internationaux du chocolat, dans lequel ils s'engageaient à mettre fin au travail des enfants. Je décide d'aller voir les firmes qui achètent du cacao ici. Que diront-elles lorsqu'elles seront confrontées aux preuves? Prendront-elles les mesures nécessaires pour arrêter le travail des enfants? Au cours de mes recherches, j'apprends qu'Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, a mené une action contre l'esclavage des enfants. Peu avant mon arrivée, Interpol a organisé une vaste opération dans les plantations de cacao de l'est du pays. Je me rends au bureau d'Interpol à Abidjan. Hello, mister. Elle s'est déroulée sur les routes. Elle s'est déroulée dans les marchés. Elle s'est déroulée dans les plantations où nous sommes allés en profondeur dans les 2 premiers jours pour aller chercher des enfants. Et le second jour, nous sommes revenus à l'intérieur de la ville. Mais bien évidemment, quand on était au dernier jour, les gens se sont rendus compte que la police était présente. Ils ont commencé à cacher des enfants.
Donc les enfants, on les cachait dans les maisons. Et puisqu'on n'avait pas accès aux maisons. Combien d'enfants ont été sauvés grâce à l'opération BIA? Au total, nous avons eu à intercepter 65 enfants. Les 65 enfants, nous les avons remis à la structure chargée de l'audition des enfants. Ce sont des spécialistes d'assistance sociale, des assistants sociaux. Donc c'est eux qui ont fait l'écoute des enfants. Henri Blémin nous montre le rapport d'Interpol. Celui-ci atteste que les enfants sont originaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Togo et du Bénin. Nous avons effectivement interpellé des trafiquants. Ils étaient au nombre de 8. On les a auditionnés. Étiez-vous surpris de trouver des enfants travaillant dans les plantations? Surpris? Non. Au total, 65 enfants, dont certains souffrent de carences alimentaires et de problèmes liés à l'emploi de pesticides. Les fabricants de chocolat ne devraient-ils pas être au courant de ces pratiques alors qu'ils emploient des centaines de personnes en Côte d'Ivoire? Je retourne chez SAF Cacao pour confronter le directeur général aux résultats de mes recherches et au rapport d'Interpol. Si Interpol, une organisation internationale de police reconnue, a libéré des enfants esclaves dans les plantations de cacao, qui osera encore nier l'existence du travail des enfants? Comment va réagir le patron de SAF Cacao, Ali Lakis, à la vue de ces preuves? Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez affirmé que le travail des enfants n'existait pas sur les plantations. Interpol a sauvé 65 enfants au cours d'une opération. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? C'est médiatisé, c'est la catastrophe. L'État de Côte d'Ivoire, même les journaux en parlent, la télévision en parle, aux infos. Oui, on a trouvé un enfant dans une plantation, 5 enfants, et le gars, il est conduit directement en prison. Donc vous conviendrez avec moi que l'État est en train de mener cette campagne de lutte contre les enfants dans les plantations. Au moins, reconnaît-il enfin l'existence d'un problème? Je retourne en Europe avec les résultats de mon enquête au Mali et en Côte d'Ivoire. Direction Genève en Suisse. Welcome to Geneva Airport. Please keep your seatbelt fastened and all electronic devices completely switched off. La Suisse, le paradis du chocolat. Genève est le siège de nombreuses institutions internationales, comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, une institution qui dépend des Nations unies. Son objectif, lutter contre le trafic et le travail des enfants. L'OIT fait partie des signataires du protocole Arkin-Engel, dont le but est de mettre fin au travail des enfants dans les plantations de cacao. Un accord dont nous savons désormais qu'il n'est pas respecté. Bonjour. Hello. Bonjour. Miki Mistrati. Franck Hageman, enchanté. Alors, qu'en pensez-vous? C'est scandaleux de voir de telles choses en 2010. Mais c'est encore pire quand les responsables nient les faits, surtout lorsqu'il s'agit de représentants du gouvernement. Je pense que l'industrie a réellement la volonté d'agir. Mais maintenant, il faut qu'elle passe à des actions concrètes. On s'est employé ces 2 dernières années à diagnostiquer le problème. C'était important, parce qu'on avait trop peu d'informations sur le sujet.
Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps de passer à l'action. En effet, il est grand temps. Mais que fait l'industrie du chocolat pour lutter contre le problème? Elle affirme verser 6 millions d'euros par an à des programmes d'aide à l'enfance. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de Nestlé s'élève à lui seul à plus de 70 milliards d'euros. J'ai demandé un entretien à toutes les grandes firmes du chocolat. Toutes ont refusé de voir mes preuves et de prendre position. Pour toute réponse, je reçois une déclaration du porte-parole du syndicat de l'industrie du chocolat. Selon cette déclaration, la plupart des plantations de cacao n'appartiennent pas aux fournisseurs de cacao ni aux fabricants de chocolat. Un argument qui permet aux entreprises de décliner toute responsabilité quant au travail des enfants dans les plantations. Pourtant, le protocole Arkin-Engel prévoit le contrôle et la certification des plantations. Cela prouve à tout le moins une tolérance de l'industrie du chocolat face au trafic et au travail des enfants. Car sinon, les fabricants de chocolat prendraient les mesures nécessaires. Ils effectueraient des contrôles plus sévères dans les plantations et n'achèteraient du cacao qu'aux seules exploitations dont ils seraient sûrs qu'elles n'emploient pas d'enfants. Je veux convaincre Nestlé, le plus grand groupe alimentaire du monde, de regarder mes images. Cela fait plus de 50 ans que Nestlé fait des affaires en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes installés devant les bureaux de Nestlé, hors du périmètre de l'entreprise. Conformément au droit international, le travail des enfants est illégal. Les grandes firmes du chocolat avaient promis à leurs consommateurs de supprimer, au plus tard en 2008, le travail des enfants. Ont-elles failli à leurs promesses? À moins qu'elles n'aient jamais eu l'intention de la tenir. Je ne serais pas surpris que Nestlé soit parfaitement au courant de ce qui se passe dans les plantations. Mais je veux que les collaborateurs de Nestlé sachent comment est cultivé leur cacao. À la structure chargée de l'éducation des enfants. Aucune réaction. Si ce n'est celle de la police suisse. Apparemment, il est dérangeant de dénoncer les traitements subis par les enfants dans les pays producteurs de cacao. Mais c'est contre Nestlé ou c'est pour Nestlé? Ce documentaire est un témoignage pour les enfants et contre le trafic et le travail des enfants. Même si personne ne veut voir la vérité en face, nous avons trouvé des victimes et des bénéficiaires sans scrupules de ce business. Un business véritablement sale. Je poursuis ma route, direction Zégua, une petite ville frontalière. En chemin, je m'arrête dans un village de 500 âmes. Des enfants auraient été enlevés ici par des trafiquants. Combien d'enfants ont quitté le village pour aller en Côte d'Ivoire? À ce jour, 130. Quel âge ont les enfants quand ils partent? 12, 13, 14 ans. Il rencontre un type en voiture sur la route. S'il peut les prendre, il le fera. Les planteurs viennent souvent dans le village et enlèvent les enfants à l'insu des parents. Je poursuis ma route vers la frontière, accompagné de Youchaou Traoré. Nous nous faisons passer pour des membres d'une organisation humanitaire, car les journalistes ne sont pas bien vus. À Zégua, nous rencontrons le propriétaire d'un restaurant qui a été témoin du trafic d'enfants. Est-ce que ce genre de trafic a lieu tous les jours à partir d'ici?
Il y a des jours pires que les autres. Mais ils enlèvent des enfants tous les jours. Quand les autocars arrivent à la gare routière, les enfants descendent rapidement et continuent en mototaxi. Ça se passe très vite, parce qu'ils ont peur de la police. Moussa Koulibaly a contacté pour nous un trafiquant d'enfants. Il arrive 1 heure plus tard et accepte de se laisser filmer à condition de garder l'anonymat. Le trafic d'enfants à la frontière n'est pas le fait d'un seul homme. Un type les amène à la frontière, un second les fait passer et un troisième les réceptionne. Tout le monde est dans le coup. Si les gens vous disent qu'ils ne font pas de trafic d'enfants, ils mentent. Les planteurs nous payent pour faire passer des enfants. J'en ai fait passer plusieurs. Il nous explique que les enfants sont emmenés depuis la gare routière. Un pays dont la population est très jeune. Sur les 13 millions d'habitants, plus de la moitié a moins de 15 ans. Selon les autorités maliennes, il n'existe pas de trafic d'enfants dans le pays. Peu de gens acceptent de parler ouvertement. Je vais donc filmer en caméra cachée. Il est dangereux d'enquêter sur le trafic d'enfants. Au Mali, je dispose d'un informateur précieux, Youchaou Traoré. Il dirige un petit hôpital et une école pour les plus démunis. Le sort des enfants lui tient très à cœur. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Youchaou Traoré m'emmène à l'endroit où va débuter mon enquête. Cette gare routière serait le point de départ du trafic d'enfants en Côte d'Ivoire. Une plaque tournante du trafic entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous tournons en caméra cachée, faute d'avoir obtenu l'autorisation de filmer. On nous a certifié qu'il n'y avait pas de trafic d'enfants ici. De cet endroit, les enfants seraient emmenés jusqu'à la petite ville frontalière de Zégoua, où on leur ferait passer clandestinement la frontière. Nous voulons en savoir davantage et rencontrons un homme dans les locaux du syndicat des chauffeurs de bus. Il veut nous parler. Que savez-vous du trafic d'enfants ? Le trafic d'enfants a toujours existé. Je vois tous les jours des enfants partir de la gare routière. Les garçons ont entre 12 et 14 ans, les filles 11 ou 12 ans. Tous vont en Côte d'Ivoire. Depuis des années, Idrissa Kanté essaye de mettre un terme au trafic d'enfants. Il a dressé une longue liste des enfants qu'il a réussi à sauver. En 2006, j'ai recensé 132 enfants victimes du trafic. 97 garçons et 35 filles. En 2007, j'en ai compté 140. 99 garçons et 41 filles. En 2008 et 2009, il a sauvé 150 enfants. Certains avaient à peine 7 ans. Tous étaient originaires du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. C'est scandaleux de voir de telles choses en 2010. Et c'est encore pire quand les responsables nient les faits, surtout lorsqu'il s'agit de représentants du gouvernement. Je pense que l'industrie a réellement la volonté d'agir. Mais maintenant, il faut qu'elle passe à des actions concrètes.
On s'est employé ces 2 dernières années à diagnostiquer le problème. C'était important, parce qu'on avait trop peu d'informations sur le sujet. Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps de passer à l'action. En effet, il est grand temps. Mais que fait l'industrie du chocolat pour lutter contre le problème? Elle affirme verser 6 millions d'euros par an à des programmes d'aide à l'enfance. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de Nestlé s'élève à lui seul à plus de 70 milliards d'euros. J'ai demandé un entretien à toutes les grandes firmes du chocolat. Toutes ont refusé de voir mes preuves et de prendre position. Pour toute réponse, je reçois une déclaration du porte-parole du syndicat de l'industrie du chocolat. Selon cette déclaration, la plupart des plantations de cacao n'appartiennent pas aux fournisseurs de cacao ni aux fabricants de chocolat. Un argument qui permet aux entreprises de décliner toute responsabilité quant au travail des enfants dans les plantations. Pourtant, le protocole Arkin-Engel prévoit le contrôle et la certification des plantations. Cela prouve à tout le moins une tolérance de l'industrie du chocolat face au trafic et au travail des enfants. Car sinon, les fabricants de chocolat prendraient les mesures nécessaires. Ils effectueraient des contrôles plus sévères dans les plantations et n'achèteraient du cacao qu'aux seules exploitations dont ils seraient sûrs qu'elles n'emploient pas d'enfants. Je veux convaincre Nestlé, le plus grand groupe alimentaire du monde, de regarder mes images. Cela fait plus de 50 ans que Nestlé fait des affaires en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes installés devant les bureaux de Nestlé, hors du périmètre de l'entreprise. Conformément au droit international, le travail des enfants est illégal. Les grandes firmes du chocolat avaient promis à leurs consommateurs de supprimer, au plus tard en 2008, le travail des enfants. Ont-elles failli à leurs promesses? À moins qu'elles n'aient jamais eu l'intention de la tenir. Je ne serais pas surpris que Nestlé soit parfaitement au courant de ce qui se passe dans les plantations. Mais je veux que les collaborateurs de Nestlé sachent comment est cultivé leur cacao. Nous ignorons ce qui nous attend. Nous tombons sur une cabane. Autour d'elle, plusieurs hommes et 4 jeunes garçons munis de machettes. Ils sont originaires du Burkina Faso et n'ont pas l'air d'être en vacances. Les enfants ont entre 10 et 12 ans. Aucun d'eux ne va à l'école et ne parle la langue du pays. Il est évident qu'ils travaillent ici. Conformément au droit international, le travail des enfants est illégal. Les grandes firmes du chocolat avaient promis à leurs consommateurs de supprimer, au plus tard en 2008, le travail des enfants. Ont-elles failli à leurs promesses? À moins qu'elles n'aient jamais eu l'intention de la tenir. Nous poursuivons nos recherches dans d'autres plantations des environs. Nous y découvrons encore plus d'enfants. Ils sont de plus en plus nombreux. Et tous travaillent. Les belles paroles du patron de SAF Cacao et du haut fonctionnaire n'étaient que mensonges. Oui, ce pays, il a destiné? Ouais. Ah, ok. Donc, vous allez boiter maintenant? Ah, vous reprenez le travail à quelle heure? Ça va recommencer à quelle heure? À 3 heures. Okay. C'est les enfants de qui? Il a voyagé. Ah, ok. Ça va? Ouais. Donc, vous tous travaillez dans le cacao là, mais actuellement c'est le repos, c'est ça? Vous avez fini de récolter? Ouais. Okay. Les 2 adultes semblent se méfier de nous. Merci, hein? Il est difficile de savoir s'ils disent la vérité. Certains d'entre eux semblent être informés du problème du travail des enfants.
On peut parler de ce sujet, mais quand il voit un blanc poser des questions, il se méfie. Je peux utiliser la petite caméra? Oui. Je décide de tourner en caméra cachée pour en apprendre davantage. Il nous faut des preuves. Entre-temps, mes assistants sont arrivés dans une plantation de cacao dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils découvrent des enfants au travail. Ce sont de jeunes garçons. Certains sont munis de machettes pour détacher les cabosses des arbres. Je peux rassurer le monde entier. Le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Amérique ou l'Europe. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Il n'y a pas des enfants qui travaillent dans les plantations. On a vérifié, on a mis des comités en place pour suivre et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu un seul rapport qui nous dit qu'il y a des enfants esclaves. Et même dans les frontières. Vous ne croyez pas que des enfants du Mali et du Burkina Faso sont emmenés en Côte d'Ivoire pour travailler dans les plantations? Non, 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 non. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao et si on n'achète plus le cacao, vous savez un peu c'est quel désastre ça va créer au monde. Donc aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec ces mots-là. Je pense qu'on a les preuves, ils peuvent venir voir. Il n'y a pas des enfants esclaves dans les plantations. Ali Lakis nous a menti, par peur de perdre une affaire juteuse de plusieurs millions. Il aurait été naïf de penser qu'il nous dirait la vérité, alors qu'il profite lui-même du travail des enfants. Mais il serait tout aussi naïf de croire qu'il est facile de dissimuler la vérité. Je retourne dans le centre d'Abidjan. Mon enquête a éveillé l'intérêt en plus haut lieu. Je suis invité à rencontrer le responsable de la lutte contre le trafic d'enfants. Il est secrétaire d'État au ministère du Travail et c'est un proche du président. Son nom, Toé Adam Malik. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Enchanté. Très heureux. Quel est le but de votre visite? Nous faisons un reportage sur les problèmes du secteur du cacao. Quel problème? Enfin, quel problème en particulier? Quel problème? Les enfants. Le travail des enfants. Oui. Que savez-vous de ce problème? C'est un problème qui n'existe plus. Nous savons ce qui se passait, nous avons pris des mesures. Ce n'est plus un problème. Passons dans mon bureau. Monsieur. La jeune fille est confiée à des travailleurs sociaux qui la ramèneront chez elle. Yu Chao est effondré. Notre enquête vient à peine de commencer et déjà, nous rencontrons une enfant destinée à être vendue. Ce genre de situation me rend très triste. Ça me brise le cœur. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vécu ça très souvent. Ça me rend malade et j'en pleure. Dans mon quartier, je vois ça tous les jours. Je poursuis ma route, direction Zégua, une petite ville frontalière. En chemin, je m'arrête dans un village de 500 âmes. Des enfants auraient été enlevés ici par des trafiquants. Combien d'enfants ont quitté le village pour aller en Côte d'Ivoire?
À ce jour, 130. Quel âge ont les enfants quand ils partent? 12, 13, 14 ans. Il rencontre un type en voiture sur la route. S'il peut les prendre, il le fera. Les planteurs viennent souvent dans le village et enlèvent les enfants à l'insu des parents. Je poursuis ma route vers la frontière, accompagné de Youchaou Traoré. Nous nous faisons passer pour des membres d'une organisation humanitaire, car les journalistes ne sont pas bien vus. À Zégoua, nous rencontrons le propriétaire d'un restaurant qui a été témoin du trafic d'enfants. Est-ce que ce genre de trafic a lieu tous les jours à partir d'ici? Il y a des jours pires que les autres. Mais ils enlèvent des enfants tous les jours. Quand les autocars arrivent à la gare routière, les enfants descendent rapidement et continuent en mototaxi. Ça se passe très vite, parce qu'ils ont peur de la police. Moussa Koulibaly a contacté pour nous un trafiquant d'enfants. Il arrive 1 heure plus tard et accepte de se laisser filmer à condition de garder l'anonymat. Je vois tous les jours des enfants partir de la gare routière. Les garçons ont entre 12 et 14 ans, les filles 11 ou 12 ans. Tous vont en Côte d'Ivoire. Depuis des années, Idrissa Kanté essaye de mettre un terme au trafic d'enfants. Il a dressé une longue liste des enfants qu'il a réussi à sauver. En 2006, j'ai recensé 132 enfants victimes du trafic. 97 garçons et 35 filles. En 2007, j'en ai compté 140. 99 garçons et 41 filles. En 2008 et 2009, il a sauvé 150 enfants. Certains avaient à peine 7 ans. Tous étaient originaires du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Le chauffeur nous indique où trouver les transporteurs qui vendent les billets de bus aux trafiquants d'enfants. Nous tentons d'interroger l'un de ces transporteurs. Il sait comment fonctionne le trafic d'enfants, mais refuse de parler ouvertement devant une caméra. Nous le filmons donc en caméra cachée. Les trafiquants transportent entre 2 et 15 enfants par voyage. Ils vont en autocar jusqu'à Korogo, en Côte d'Ivoire, où ils disposent d'un lieu où les enfants sont retenus avant d'être vendus aux fermiers. Les enfants viennent généralement des régions environnantes. Les trafiquants les emmènent à la frontière en autocar et leur font ensuite traverser la frontière, en moto ou en taxi par des petites routes. Soudain, un homme interrompt la conversation. L'homme a vu une trafiquante mettre une jeune fille dans un bus. Lorsque nous nous approchons, la femme a disparu. This is the girl, you know, that was they took out of the bus now. What's your name? Ebomi. I come from Ségou. Ségou est à 500 km d'ici. From here. But why is she here? Musoi, aye mufe kibita musoro Côte d'Ivoire. Alo, akwani ngoko beta wasrai. Tu as la kibita wasoro. La jeune fille a 12 ans. Comment va réagir le patron de SAF Cacao, Ali Lakis, à la vue de ces preuves? Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez affirmé que le travail des enfants n'existait pas sur les plantations. Interpol a sauvé 65 enfants au cours d'une opération. Qu'avez-vous à dire à ce sujet?
c'est médiatisé, c'est la catastrophe. L'État de Côte d'Ivoire, même les journaux en parlent, la télévision en parle, aux infos. Oui, on a trouvé un enfant dans une plantation, 5 enfants, et le gars, il est conduit directement en prison. Donc vous conviendrez avec moi que l'État est en train de mener cette campagne de lutte contre les enfants dans les plantations. Au moins, reconnaît-il enfin l'existence d'un problème. Je retourne en Europe avec les résultats de mon enquête au Mali et en Côte d'Ivoire. Direction Genève en Suisse. Welcome to Geneva Airport. Please keep your seatbelt fastened and all electronic devices completely switched off. La Suisse, le paradis du chocolat. Genève est le siège de nombreuses institutions internationales, comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, une institution qui dépend des Nations unies. Son objectif, lutter contre le trafic et le travail des enfants. L'OIT fait partie des signataires du protocole Arkin-Engel, dont le but est de mettre fin au travail des enfants dans les plantations de cacao. Un accord dont nous savons désormais qu'il n'est pas respecté. Bonjour. Hello. Bonjour. Miki Mistrati. Franck Hageman, enchanté. Alors, qu'en pensez-vous? C'est scandaleux de voir de telles choses en 2010. Mais c'est encore pire quand les responsables nient les faits, surtout lorsqu'il s'agit de représentants du gouvernement. Je pense que l'industrie a réellement la volonté d'agir. Mais maintenant, il faut qu'elle passe à des actions concrètes. Vous êtes au courant? Je crois que vous devriez poser ces questions aux gens de Barry Callebaut. Ils ont mis en place des procédures précises et ils travaillent avec les coopératives de ces régions où les producteurs de fèves de cacao sont payés convenablement. Très bien. L'entreprise suisse Barry Callebaut est le plus grand fournisseur de cacao de l'industrie chocolatière. La plupart des fèves proviennent de Côte d'Ivoire. Vous avez combien d'employés en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne sais pas exactement. Nous avons 1 millier d'employés qui travaillent dans les pays producteurs, sur 7500 collaborateurs. Que pensez-vous des rumeurs concernant le trafic et le travail d'enfants? Est-ce que le trafic d'enfants existe en Côte d'Ivoire? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce trafic existe. Si c'est le cas, c'est un phénomène marginal. Je me suis rendu dans ces pays à plusieurs occasions. Mais si ce phénomène existe, il doit être fermement condamné. C'est totalement inacceptable. Ici, personne ne semble donner crédit à ces rumeurs. Je décide donc de me rendre dans le pays où ces crimes seraient pratiqués. Selon l'UNICEF, plus de 200 000 enfants travaillent dans les plantations de cacao en Afrique. Accompagné de mon équipe de tournage, je pars pour l'Afrique de l'Ouest. Première destination, le Mali. Il existerait un trafic d'enfants qui sont enlevés au Mali et revendus aux exploitants de plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Je serais heureux de découvrir que cela est faux. Car ces crimes ne devraient plus exister. En 2001, les grands noms de l'industrie du chocolat ont signé un accord,
le protocole Arkin-Engel. Cet accord a été entériné par toutes les entreprises du secteur. Il prévoit l'interdiction, à compter de 2008, du trafic et du travail des enfants. L'industrie s'est donné 7 ans pour mettre en œuvre cet accord. Me voilà au Mali. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays dont la population est très jeune. Nous y découvrons encore plus d'enfants. Ils sont de plus en plus nombreux. Et tous travaillent. Les belles paroles du patron de SAF Cacao et du haut fonctionnaire n'étaient que mensonges. Oui, ce pays a destiné? Ouais. Ah, ok. Donc, vous allez boiter maintenant? Ah, vous reprenez le travail à quelle heure? Ça va recommencer à quelle heure? À 3 heures. Okay. C'est les enfants de qui? Il a voyagé. Ah, ok. Ça va? Ça va. Donc, vous tous travaillez dans le cacao là, mais actuellement c'est le repos, c'est ça? Vous avez fini de récolter? Okay. Les deux adultes semblent se méfier de nous. Merci, hein? Il est difficile de savoir s'ils disent la vérité. Certains d'entre eux semblent être informés du problème du travail des enfants. On peut parler de ce sujet, mais quand ils voient un blanc poser des questions, ils se méfient. Je peux utiliser la petite caméra? Oui. Je décide de tourner en caméra cachée pour en apprendre davantage. Il nous faut des preuves. Comment fonctionne le système? Comment les propriétaires des plantations se procurent-ils des enfants? Nous rencontrons un homme dont nous apprendrons par la suite qu'il est le propriétaire de la plantation. Demande si on veut avoir des enfants pour venir travailler dans notre plantation ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, terre. Il faut que je bosse au coin. Même qu'à crabber, quand on va faire cabaret à faire. Il va se faire aller là. Mais bien à quoi faire. C'est combien? Si on doit faire venir quelqu'un là, au Burkina venir travailler, combien? Un enfant coûte 230 €, un prix sans doute négociable. Cette somme sert à financer le voyage de l'enfant jusqu'à la plantation. En contrepartie, on peut l'exploiter à volonté.